Arc-en-ciel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Votre émission marocaine, chaque dimanche, pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, et un grand merci à notre auditoire international, là où il se trouve, en Europe, bien entendu, et en Afrique, et notamment dans le Royaume du Maroc. On vous dit bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel info. Ce dimanche, une émission inédite, suite à une actualité riche et aussi à une dimension internationale de très haut niveau. Notre devoir en tant que citoyen franco-marocain, mais aussi en tant que père de famille, est de mettre toute la lumière sur ce fléau qui pose un réel problème pour la société, le fléau du terrorisme. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Avant de rentrer en contact avec notre invitée par téléphone, Madame la professeure Béatrice Meza, nous sommes heureux de recevoir chez nous une personnalité qui a son mot à dire sur ce dossier et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous au studio, Monsieur David Valla. Bonjour, Monsieur David Valla. Bonjour, merci de votre invitation. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour un débat ouvert, un débat constructif et surtout un débat pour demain. En ligne, le professeur Béatrice Meza. Bonjour. Bonjour Abdelatif. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce dimanche et surtout un dimanche, un jour de repos. Mais néanmoins, le sujet est très important et ton avis plutôt, il est primordial dans ce contexte très lourd sur le plan national mais aussi sur le plan international. Merci beaucoup, les plaisirs et les partager, monsieur. On l'a dit ensemble, donc nous avons un plaisir de recevoir à l'antenne monsieur David Valla qui est à l'écoute, qui est prêt à faire un témoignage de grande qualité qui peut servir nos concitoyens espagnols, mais aussi nos concitoyens marocains, avec son expérience, avec son vécu et surtout ses conseils qui sont très importants pour arrêter ce massacre, un massacre où tout le monde paye le prix fort et surtout les musulmans sont dans une position très difficile, coupables mais aussi victimes. Bien. Ma première question, si tu le permets, Béatrice, oui. rentre dans le cadre de tes compétences et surtout il faut bien spécifier qu'on parle à une dame, c'est une spécialiste des relations et sécurité internationale et intelligence et sécurité internationale. C'est une Espagnole qui travaille partout et qui est spécialiste, ou surtout au Sahel. Ma question, quel état de la question au niveau de la radicalisation en Espagne et qui sont ces acteurs les plus importants? Bonjour Abdelatif. J'insiste, je suis très content de pouvoir participer dans cette émission et surtout d'avoir la présence de David Valla parce que son témoignage, ça va être très important pour nous, pour l'Espagne.
Et il est lié aussi à la question parce que pour notre pays, pour l'Espagne, le processus de radicalisation, il est très récent. Le scénario il est très vierge actuellement et de là que toutes les forces de la sécurité ils se préparent actuellement pour pouvoir faire face à cette menace que on s'attendait pas vraiment. C'est-à-dire que l'Espagne il est en train de vivre actuellement une transformation de certains profils des jeunes. Et je pense qu'on n'a pas encore les outils pour pouvoir vraiment faire face à cette nouvelle menace. Et c'est là où je trouve que sera très important la vision, les discours de David Vallat pour nous conseiller de quelle façon on pourra prévenir la transformation rapide de certains gens comme ces gens-là de Barcelone, que c'était des gens qui ont intégré le système espagnol, qui parlaient l'espagnol, qui faisaient ces études, qui avaient des rêves de futur, de l'avenir en Espagne, mais il y a un clic, il y a un processus dans un moment donné dans leur parcours a fait qu'ils rentrent dans un nouvel processus de violence et qui tombent sur cet attentat-là. Donc c'est là où nous sommes actuellement, comment il faut répondre à ce profil des gens qui se sont radicalisés rapidement dans un parcours de 3 mois et on cherche des réponses à la question de quand, où, comment, quelles sont les motivations individuelles qui ont fait qu'ils participent dans ces activités-là. Et on peut dire que en Espagne, par exemple, actuellement, on a 180 détenus de nature, on va dire, djihadistes actuellement. La plupart ils étaient dans la ville de Ceuta, de la ville de Melilla et de la ville de Barcelone et de Madrid. C'est les 4 villes qu'on peut dire ils ont exporté des gens dans les fiefs de Daesh, ou des gens qui se sont mobilisés à l'intérieur de l'Espagne pour proclamer l'idéologie de Daesh, on peut dire. Donc ça c'est important aussi de comprendre pourquoi ils sont sortis ou pourquoi ils viennent de la ville de Ceuta, de Melilla, de Madrid, de Barcelone. Et la deuxième chose qui est importante vraiment pour nous, pour l'Espagne, c'est que c'est la première fois qu'on assiste à une transformation des gens qui sont des Espagnols. C'est pas comme dans les attentats de 11M où c'était des gens de l'étranger, des Marocains, purement Marocains. Dans ces cas-là, c'est des individus qui sont nés en Espagne, qui sont rendus en Espagne, qui se sont développés en Espagne et qui sont rentrés dans un rapide processus de radicalisation. Et par rapport à la rapidité dans laquelle ces groupes armés sont en train de travailler, c'est ça qui est important parce qu'aujourd'hui, on n'a pas non plus assez des outils et des gens préparés pour voir comment on peut gérer, on peut contrôler les réseaux sociaux dans lesquels, les supports médiatiques sous lesquels les dynamisateurs, ils travaillent pour radicaliser à des gens d'origine maghrébine, par exemple, mais qu'ils sont nés en Espagne, qu'ils ont grandi en Espagne, etc. Et j'insiste sur ça parce qu'actuellement, par exemple, dans la presse espagnole, la classe politique espagnole, ils sont en train d'insister beaucoup sur le fait qu'ils sont d'origine marocaine. C'est comme si on prétend de responsabiliser indirectement le Maroc, que c'est le responsable de faire cette exportation de radicalisme, de djihadisme à l'extérieur. Et là, c'est déjà un problème parce que les Espagnols, il faut qu'ils assument que c'est des Espagnols d'abord qui sont rentrés dans ce processus. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ça pour se préparer pour l'avenir, non? Bien entendu, c'est une question qui est internationale, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Je suis d'origine marocaine, mon pays, ces derniers jours, ces derniers mois, est traité de tous les noms parce que là, ça me touche à titre personnel en tant que franco-marocain. Et je suis très heureux que l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel participe à cette explication, participe à cet échange, à ce débat, et surtout avec notre invité de taille, Monsieur David Vallat, qui je vais lui donner la parole et qui échangera avec toi parce qu'il a tout écouté, pour qu'il te donne des réponses par rapport à ces questions que l'Espagne découvre, qui découvre d'une manière dramatique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais par contre, il faut qu'elles soient d'actualité. Il faut qu'il y ait une mise à jour de ce dossier en Espagne, mais surtout par la bouche d'un homme de terrain, un homme qui a vécu l'enfer dans les deux côtés, mais surtout un homme qui a pris le bon chemin après cette expérience néfaste. Je donne la parole à M. David Vallat, qui va essayer de répondre à tes questions. Il n'hésite pas d'intervenir et d'échanger avec lui. Excellent, merci beaucoup Abdelatif. Alors, bonjour David. Merci Madame Meza de me donner la parole. Alors, vous avez soulevé en fait
3 points importants. Le premier, c'est que pour la première fois, l'Espagne voit des citoyens espagnols se retourner contre leur pays. Ça a été le cas en 94, ça a commencé en France, en 95, lors de la vague d'attentats. Il y avait des gens venus d'Algérie, mais pour la première fois, il y avait des gens nés ici, dont moi, Khalid Kalkal, Karim Koussa, Safi Bourada et d'autres, qui avons tous été condamnés à l'époque. Nous étions nés en France. Nous étions des produits de l'école républicaine. Et pour la première fois, le Maroc se trouve confronté. C'est-à-dire que nous réalisons, ça a été le cas en Angleterre, ça a été le cas en Allemagne, ça a été le cas pas encore en Italie. J'espère que ça ne leur arrivera pas, mais on ne peut pas le promettre. Pour la première fois, on se rend compte que, quelle que soit la société d'origine, espagnole, anglaise, française, chacune de ces sociétés produit une problématique propre. Chacune de ces sociétés a une façon de gérer le problème, mais ce n'est pas elle qui est à l'origine de ça dans un premier temps. C'est-à-dire que chaque société est impactée différemment, mais elle n'est pas elle seule la productrice de ce problème. Elle subit le contre-coup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais essayer d'étayer un peu le premier exemple. Par exemple, on dit qu'en France, les jeunes se radicalisent parce que la France serait trop laïque, serait trop séculière. Mais nous voyons bien qu'en Angleterre, alors que c'est un autre système d'intégration communautaire qui n'est pas celui de la République française, on voit bien qu'il y a des charia courts qui peuvent rendre des décisions relatives au divorce ou au mariage des concitoyennes anglaises de confession musulmane. Elles peuvent travailler avec le voile, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Il n'y a pas de laïcité à la française en Angleterre, et pourtant ils ont eu ce problème. L'Espagne a également une autre culture, plus enracinée que n'est la France, peut-être dans un christianisme, mais on pourrait dire que c'est cette religion dominante qui pousserait les musulmans à se radicaliser, mais ce serait simple de faire le procès de chaque société. Parce que toutes, en vérité, sont impactées de façon différente et toutes répondent selon leur identité. Il va falloir trouver pour chaque pays une réponse adaptée à un problème commun. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, vous l'avez soulevé, c'est que le seul vrai dénominateur commun de tous les candidats au djihad n'est pas l'origine seulement sociale, n'est pas seulement l'origine, le fait qu'on soit maghrébin ne prédispose pas forcément plus à adopter ce discours radical. On voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas de culture musulmane, qui adhèrent à ce discours, qui ne sont pas issus de l'immigration, qui n'ont pas de culture dans cette religion, mais qui y adhèrent parce que le seul vrai dénominateur commun, c'est la jeunesse, en réalité. Nos adversaires, les islamistes, ont très bien compris que les jeunes ont deux capacités. La première, c'est que ils sont équipés intellectuellement pour comprendre des choses relativement complexes. Et ils ont la même masse cérébrale, le cerveau d'un adolescent est le même que celui d'un adulte. Il est donc en capacité d'interpréter des choses relativement complexes, mais il lui manque l'expérience. Il n'a pas l'expérience. C'est son point faible. Et la deuxième chose qui caricature la jeunesse ou qui la caractérise, c'est qu'elle a toujours un esprit révolutionnaire. Tous les jeunes, dans tous les pays, veulent changer leur société parce qu'ils la trouvent injuste, parce qu'ils n'y ont pas leur place, parce qu'ils ne voient pas comment s'y intégrer, ou ils ne veulent pas suivre l'exemple de leurs parents qui, par exemple, ont été ouvriers pendant 40 ans, n'ont pas eu des vies extraordinaires. Donc, la vraie nature de la jeunesse, c'est cet esprit révolutionnaire. Et c'est ce qu'elle entend dans ce discours. Et le troisième point, c'est que notre adversaire commun, pour le nommer clairement, c'est le salafisme. Je n'hésite pas à le dire, parce que même si nous avons des salafistes quiétistes, ils sont quand même dans une culture où l'autre ne doit pas servir d'exemple. C'est-à-dire que dès qu'on peut être en rupture avec l'autre, on le valide. Par exemple, les salafistes portent leur montre à la main droite, non pas parce que c'est pratique. Pour changer l'heure de sa montre lorsqu'elle est à la main droite, c'est plus compliqué parce que le petit bouton molleté qui sert à régler n'est pas du bon côté. Mais on le fait parce que les kofars, l'autre, le non-musulman, porte sa montre sur la main gauche. C'est-à-dire que cette doctrine consiste à alimenter un mouvement de rupture naturel chez la jeunesse. C'est-à-dire que bien souvent, chez les jeunes, pour se construire une identité, on va choisir une identité en opposition avec son milieu social, milieu familial, milieu professionnel. Et le salafisme répond à ça de façon magnifique parce que vous êtes dans la rupture vestimentaire,
vous êtes dans la rupture alimentaire, vous êtes dans la rupture sociale, vous êtes dans la rupture historique, parce que vous relisez l'histoire, vous êtes dans la rupture politique, parce que vous ne vous inscrivez dans aucune famille de pensée politique classique, de droite ou de gauche. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, en recherche de repères, que vous êtes un peu révolutionnaire et que l'exemple autour de vous n'est pas celui qui vous inspire, le salafisme va vous apporter des réponses toutes faites qui vont vous porter. C'est le problème que nous avons à régler en réalité. Moi, David, en fait, dans les dernières années, notamment depuis 2014, après la consolidation, on pourra dire, du groupe Daesh, non, le groupe armé Daesh, j'étais en contact avec des jeunes de Fnedek, du nord du Maroc, à côté de Ceuta, et aussi des gens de Ceuta qui sont partis au Daesh et qui sont retournés, ou qui ont prétendu partir au Daesh, mais la police espagnole, par exemple, ils ont interdit cette possibilité, non? Et moi, j'ai essayé de comprendre la psychologie de cette jeunesse-là. Dans ce cas-là, c'était des filles. C'était pas de mecs, c'était des filles de 18 ans, 17 ans, 16 ans. Des mineurs et aussi des adultes. Et moi, je détectais chez eux qu'il n'y avait même pas un discours religieux, ça veut dire. Ils savaient même pas qu'est-ce que ça veut dire le wahhabisme. Donc, dans le moment que tu vas leur parler de salafisme quiétiste, ils ne savent pas de quoi s'agir. Ils savaient juste la différence entre les halal et les haram en général, en global, mais quand tu essayes de rentrer dans les discours religieux pour comprendre c'est quoi la motivation religieuse qui t'a fait dans un moment donné partir ou penser à la possibilité de rentrer dans une structure pareille, il n'y avait pas de réponse depuis les discours religieux. C'est-à-dire que il y avait des autres éléments de motivation. Et moi, je pense que ça, c'est intéressant parce que ça va nous aider beaucoup plus à comprendre la raison pour laquelle ils vont souffrir une transformation. Il y avait le cas de Nawal, 16 ans, Ceuta, elle venait d'une famille non structurée, de l'exclusion sociale, de l'exclusion bien sûr laborale, parce que ses parents ils ne travaillaient pas, donc il y avait une situation, on va dire, de toujours injustice sociale qui dans un moment donné a fait que Nawal dit qu'est-ce que je fais ici, c'est possible que ces gens-là ils vont m'offrir l'opportunité de me réaliser, oui, il y a et surtout ce qu'on appelle la reconnaissance sociale. Moi j'ai voulu être reconnue en tant que citoyenne. C'est juste la reconnaissance comme fille, comme dame, comme citoyenne, non? Et il y a beaucoup de ça, effectivement. Il y a également le fait que la sortie de l'adolescence, c'est une période de compromis. C'est-à-dire que l'adolescence est un conflit dans l'esprit du jeune parce qu'il réalise que la mort va le concerner. Oui. Il réalise également que il va devoir faire des concessions. Il ne pourra pas changer le monde pour le rendre à son image, mais va devoir s'y intégrer. Et souvent, c'est effrayant. Et quand on vous pose un projet politique où on vous fait une place d'emblée, où vous n'avez pas à faire d'efforts pour vous y retrouver intégré, ça peut être intéressant. D'autant que on vous promet l'au-delà. L'aspect religieux, il vient également pour cette question rassurer le jeune sur le fait que il n'aura pas à réaliser sa mort. Il n'a pas à être confronté à ça. C'est-à-dire qu'il se perpétue dans un esprit de toute puissance qui est celui de l'adolescence, où tout lui est dû, il doit avoir une place, on doit lui faire une place, la mort c'est pour les autres. Et c'est également cet aspect-là auquel répondent les jeunes. C'est pas forcément un projet religieux, comme Absolument. C'est vraiment un projet où on leur prétend leur faire une place. Alors souvent les jeunes filles qui partent rejoindre Daesh, ils vont avec l'idée qu'elles vont aider les jeunes orphelins, qu'elles vont tenir des cantines scolaires, ou qu'elles pourront être infirmières, ou elles vont être à l'abri dans leurs pratiques religieuses, mais c'est presque anecdotique, l'aspect religieux des choses. Elles pensent qu'elles vont pouvoir se réaliser. Pareil pour les jeunes hommes, on leur promet d'être des guerriers couverts de gloire, à la conquête de territoires. Ils vont créer une société dans laquelle ils auront une place, et ça leur plaît bien plus que le discours religieux. Le discours religieux vient sceller ce discours. Voilà. Et en fait, je voudrais bien aussi ajouter quelque chose par rapport à des autres gens, dans les cas de la Tunisie, où je travaillais beaucoup aussi avec des gens qui ont été tentés par Daesh. Et là, par exemple, tu peux découvrir qu'il y a une espèce de dégradation spirituelle.
il y a une dégradation spirituelle parce que il y avait, pendant le régime de Bengali, la spoliation, si tu veux, de la religion. Donc, ils ont voulu rentrer dans les schémas religieux et malheureusement, ils ont tombé sur des mauvais ou des faux guides. C'est le faux guide. Je sais pas si on peut dire. Oui. Le point faible et la force de cette religion, l'islam, c'est que elle fait partie des référents sociologiques, des référents, individuels. C'est-à-dire que lorsque vous êtes croyant en terre d'islam, cette religion va vous apporter des réponses sur le sens de la vie. Pourquoi vous êtes sur terre. Donc, et dans le sein même de cette religion, il y a une mouvance qui, elle, a un projet politique. Et c'est, par exemple, quand vous êtes musulman pratiquant et que vous allez proposer à votre voisine qui est trop âgée d'aller faire des courses pour elle, dans une société musulmane, elle va vous faire confiance. C'est-à-dire que, d'emblée, un musulman pratiquant jouit d'une bonne réputation. On pense qu'il ne va pas courir derrière les filles, il ne sera pas voleur, il ne sera pas menteur, il ne sera pas Et les islamistes, eux, jouent sur ce volet-là. C'est-à-dire que ils essaient toujours de se faire voir sous le meilleur visage, ils essaient toujours de faire voir le meilleur visage de leur religion, qui existe par ailleurs, mais toujours avec un projet politique derrière. C'est là la difficulté de discerner qui sont parmi les religieux ceux qui s'attellent à un aspect spirituel de celle-ci, cette religion, oui, et qui sont ceux qui veulent l'instrumentaliser pour en faire un projet politique. Absolument. Et là, je voudrais vous poser une question parce qu'on est en train de répondre à cette question-là que je vais citer tout de suite. Est-ce que, à votre avis, par exemple, c'est cette jeunesse-là révolutionnaire et insatisfaite, ou n'importe quelle raison, non, cherche entrer dans les réseaux sociaux pour pouvoir être en contact avec cette structure qui pourra répondre à ses besoins ou à leurs besoins, ou à votre avis aussi il y a tout un travail qui vient de les dynamisateurs, les mobilisateurs qui rentrent chez eux à travers aussi bien sûr Internet ou autres genres de fenêtres. À votre avis, évidemment. Oui. C'est dans les deux directions ou vous considérez que c'est surtout ces jeunesses-là qui cherchent la fenêtre? Il y a les deux en fait se répondent. Les deux sont en miroir. C'est-à-dire que nous avons une jeunesse qui aujourd'hui veut tout de suite. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais elle le veut tout de suite. C'est un peu ce qui caractérise justement l'adolescence. Ils savent pas ce qu'ils veulent, mais ils le veulent tout de suite. Et quand un jeune se pose des questions spirituelles et qu'il va voir un imam qui va les lui donner une semaine après, ça l'intéresse moins que s'il peut les avoir tout de suite sur son écran. Il a besoin de réponses immédiates, un jeune. C'est souvent un consommateur, finalement, de concepts. Et si son interlocuteur sent en lui qu'il y a une volonté vengeance vis-à-vis d'une société qu'il considère lui mettre des bâtons dans les roues, qu'il considère raciste, islamophobe. C'est pour ça que les théories du complot sont importantes. C'est l'un des premiers maillons de la chaîne de production de la radicalité. C'est lorsqu'un jeune pense que tout le monde lui ment. Les institutions, les professeurs, les parents, l'école, l'entourage, les médias. Et il va chercher l'information sur des sites qui ne sont pas des sites officiels. Et si dans ces sites-là, il tombe sur ceux qui vont lui dire « Tu as raison d'être en colère, parce que ce que tu subis, c'est parce que tu es musulman », on lui dit pas « Tu ne trouves pas de travail parce que tes parents sont d'origine étrangère, n'ont pas de contact, ne savent pas lire et écrire, ils sont ouvriers, tu es issu d'un milieu pauvre, populaire ». On ne relie pas cette situation à une lecture de classe ou de lutte des classes, mais on relie ça à un aspect confessionnel. C'est-à-dire que le jeune, on va lui dire « Tu es au chômage parce que tu t'appelles Mohamed ». Tu ne vas pas dans une école prestigieuse parce que tu t'appelles Mohamed. L'autre journaliste qui a été engagé, il a été engagé parce qu'il s'appelle Michel, et toi tu t'appelles Mohamed. Si à un moment, il tombe sur des gens qui valident ce regard sur le monde, il va le prendre, ce discours, parce que ça le soutient dans cette posture. On sait très bien l'instrumentaliser. Je sais que dans notre formation politique, avant même l'adhésion à la doctrine, à obtenir chez les jeunes, il fallait d'abord les rendre haineux ou en opposition à leur système social et familial. Il fallait d'abord obtenir ce résultat-là. Une fois qu'ils validaient que la société leur en voulait, parce qu'ils étaient musulmans, à ce moment-là, derrière le projet politique, vous pouvez le distiller. C'est très facile.
La question aussi qui se pose aujourd'hui dans les débats nationaux espagnols après les attentats, est-ce comment on pourra s'anticiper ou prévenir cette action-là de transformation? Alors, moi, je vais vous le dire, hein, la déradicalisation, je n'y crois quasiment pas. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible là-dessus. À mon sens, la déradicalisation ne peut fonctionner que si le sujet concerné réalise qu'il s'est trompé. Et à ce moment-là, lorsque lui en émet la demande ou la volonté, il doit exister un outil qui puisse le prendre en charge. Mais penser déradicaliser des gens qui sont dans une conviction politique, c'est très 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 compliqué. En revanche, là où il faut vraiment faire le travail, à mon avis, le plus important, c'est dans la prévention. Mais quand on parle de la prévention, par exemple, David, c'est les rôles des parents qu'il faut qu'ils jouent vraiment. Les parents, la société, les imams, les acteurs sociaux, en fait, tous les gens en contact avec la jeunesse doivent essayer de leur donner les outils qui leur permettront de se préserver de ce discours. Et ils sont capables de le comprendre, les jeunes. Et il faut le leur expliquer, mais ça demande énormément de temps. Quand un jeune est séduit par cette idéologie, on peut l'entendre dans son discours, parce qu'il va, par exemple, dire que les enfants syriens qui meurent dans les bombardements de la coalition sont des victimes, mais les enfants syriens qui meurent de l'armée de Bachar ne sont pas des victimes, ou alors ils sont victimes de leurs propres dirigeants. Quand un jeune commence à avoir ce genre de discours, il faut essayer de savoir quelle est la motivation qu'il y a derrière. Elle est souvent familiale, sociale ou parfois même personnelle. Il faut arriver à lui mettre le doute dans la tête. L'individu dangereux, c'est celui qui est convaincu d'avoir raison, qui est sûr d'avoir raison. Oui, mais dans les cas de Younes, les frères Obkir, parmi les autres qui ont participé dans les attentats de Barcelone, ce qui est difficile de comprendre, ces gens-là, par exemple, comme je disais au début de la conversation, ils ont intégré le système espagnol. Ils étaient dans le système éducatif, ils étaient très bien même aussi dans leur école. Et apparemment, les parents, ils n'ont rien vu pendant le parcours de transformation. Même pas les amis, même pas les voisins. C'est-à-dire que il y a une imposition de la part de ces cas-là, l'imam de Ripoll, qui a priori, c'était lui en fait qui les a pris en charge, de la transformation. Donc, j'imagine qu'il y a différentes étapes en face dans un processus de radicalisation. Et une des étapes, c'est imposer le silence vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes voisins, vis-à-vis de tout ce qui est entouré de toi, non? Parce que sinon, comment tu vas pouvoir maintenir un processus de radicalisation avec ce groupe-là? C'est ça, la taqiyya. Oui, Béatrice, juste simplement pour confirmer aussi ce que je suis en train d'entendre, hein, et avant que David se donne la réponse, je souhaite te faire écouter ce témoignage qui est un témoignage à mon sens frappant de la télé espagnole, 2 témoignages. Et un des Marocains qui vivent en Espagne. Reste en ligne. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Ils sont jeunes, 17, 18 ans. Il y a forcément quelqu'un derrière ça. Ils n'auraient pas pensé à ça tout seuls. La plupart des membres de la cellule avaient des attaches ici. Fatima est la cousine de Younes Abou Yacoub, l'individu activement recherché par la police. Elle ne comprend pas comment il a pu en arriver là. On n'a jamais rien soupçonné, même pas leur mère. Ils ont toujours vécu ici, des jeunes avec une vie normale, avec leur voiture. Ils partaient en vacances, on n'aurait pas imaginé qu'ils fassent de mal à une mouche. Alors ce qu'ils ont commis est impensable. Poli, courtois, bon élève sont les mots qui reviennent dans la bouche des habitants pour qualifier ces jeunes qui n'avaient jamais fait parler d'eux avant jeudi dernier. La sœur de Mohamed Hichami, l'un des terroristes abattus à Cambrils, n'arrive pas à réaliser. Son frère, elle l'avait encore vu la semaine dernière. Pour elle, cela ne lui ressemble pas.
Mes parents sont atterrés. Ce n'est pas l'éducation que nous avons reçue. Comme tout le monde, on nous a éduqués dans la paix, l'amour, pas à tuer des gens. Famille, amis, Une centaine voisins. de musulmans réunis hier après-midi devant la Sagrada Familia. Cela aurait aussi pu m'arriver. Je suis musulman, mais je ne veux faire du mal à personne. Parmi les manifestants, une peur, celle de l'amalgame. Eux sont musulmans, mais pas terroristes. Nous sommes aussi des victimes. Ce qu'il s'est passé nous blesse. Justement, Béatrice, je pense que ces deux témoignages sont des témoignages révélateurs d'une réalité en Espagne et surtout de ces Marocains qui vivent en Espagne. Mais c'est pour cela, Béatrice, que j'insiste sur le fait qu'il y a différentes étapes dans un processus de radicalisation, en commençant par l'approximation et le contact, en passant par la pré-radicalisation, et le troisième, c'est ce qu'on appelle l'isolement et l'adoctrinement. Et c'est là, la troisième étape qui parle de l'isolement, et à laquelle je fais allusion, parce que ces gens-là, par exemple, ils avaient une vie publique qui ne représentait pas du tout, ou qui jamais on pourrait attendre qu'ils puissent arriver à faire un attentat pareil. Donc, comment prévenir dans un moment où on voit qu'ils cachent leur processus de transformation, leur adoctrinement. C'est très difficile de détecter a priori cette transformation. Je vais donner la parole à David parce que lui, il a vécu ça. Il y a quand même des éléments révélateurs. Évidemment qu'on ne va pas s'ouvrir de ces projets lorsque l'on compte attaquer le pays dans lequel on vit. Ça, c'est une logique militaire. Même Lénine le théorisait dans ses premiers feuillets avant la Révolution. Donc là-dessus, il n'y a rien de nouveau. En revanche, il y a quand même des éléments. Quand un jeune arrête d'écouter la musique, quand il enlève les posters de ses idoles, je sais pas, il peut être fan du club de football de Barcelone, par exemple. Quand il enlève les photos de l'équipe de football dans sa chambre, il n'écoute plus de musique. Il ne va plus voir sa petite copine. Il évite de fréquenter les endroits où il y a de l'alcool, où il y a des filles. On peut déjà commencer à se dire, tiens, est-ce que ce jeune est pas en train de s'isoler mentalement? Est-ce qu'il n'est pas en train de créer un univers où l'univers de sens qui va devenir le sien sera complètement en décrochage de sa société, intérieurement. Extérieurement, il ne donne pas de signe d'accession à la violence, mais je suis désolé, quand un jeune a par exemple la passion d'un sport, il est champion de son club de karaté, et d'un coup il arrête. Il est bon à l'école, et d'un coup les notes dégringolent. Il ne parle plus à ceux qui ne pensent pas comme lui. Il enlève les photographies dans sa chambre. Il n'écoute plus de musique. Il ne veut plus manger avec ses amis lorsqu'il y a un verre d'alcool ou un peu de jambon, de saucisson. Il ne fête plus les anniversaires. Il ne fait plus de cadeaux aux enfants pour Noël. Déjà, nous avons un individu qui vit en société parce qu'il est obligé de le faire. Il doit travailler, payer son loyer, acheter du pain, manger, avoir des relations avec son voisinage. Mais intérieurement, il commence à s'isoler. À ce moment-là, il y a des raisons de s'inquiéter. Si en plus, il fréquente assidûment le même groupe, le même cercle d'amis, avec un leader dont on peut présumer que ce soit l'imam dans ce cas de figure, il y a quand même des questions à se poser. L'islam également ne doit pas se dédouaner. Quand vous avez un imam qui, à la prière du vendredi, fait des appels à la concorde, fait des appels au bon exemple, fait des appels à la patience, fait des appels au bon relationnel avec le voisinage, fait des appels à l'ouverture à l'autre. Ce n'est pas le même imam que celui qui va dire Allahumma ansurna al-mujahidin ala al-kuffar. Donne-nous la victoire des musulmans sur les kuffars, que les kuffars soient châtiés, que les musulmans soient vainqueurs. Le premier imam va avoir un auditoire qui va le suivre dans une concordance, mais le second, lui, ne va pas avoir l'adhésion de tous les fidèles, mais il suffit qu'il en ait un faible pourcentage qui considère qu'il a raison dans ce discours de violence, dans ce discours d'opposition à l'autre, et ça peut donner le résultat que nous avons vu à Barcelone. Mais là, David, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que
l'Espagne, il a commis une erreur capitale, à mon avis. Et l'erreur capitale, c'était de laisser un discours ouvert au sein de différentes mosquées, parce qu'on trouve dans des petites villes, au village, des mosquées qui sont gérées par des imams, qu'ils ne sont pas contrôlés à travers une fédération des imams ou à travers l'État, à travers les institutions. C'est un grand problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 5 ans? En 1803, alors c'est 1803 ou 1813, je ne suis plus certain de la date. Il y a eu le grand Sanhédrin. Oui. Napoléon en France a voulu donner la citoyenneté aux Juifs. Oui. Mais il leur a demandé de se réunir et de répondre clairement, je dis bien clairement, à 3 questions. La première question était: considérez-vous que la loi de la Torah soit plus importante que la loi de la République? Première question. La deuxième question: considérez-vous qu'une femme juive ait la possibilité de se marier avec un non-juif? Ou est-ce qu'un homme juif peut se marier avec une femme non-juive? Deuxième question. La troisième question: considérez-vous possible que quelqu'un de culture juive puisse se déclarer athée? Est-ce qu'il peut dire « je ne crois pas en Dieu » ? À ces 3 questions, les grands rabbins se sont réunis et ils ont répondu: pour nous, la loi de la Torah est subsidiaire parce que la loi du pays où nous vivons doit être notre loi. La deuxième réponse, ils ont dit: oui, n'importe quel homme ou femme juive peut se marier avec un homme ou une femme non juive. Il n'y a pas de problème. Et la troisième a été de considérer que oui, quelqu'un de confession ou de culture juive peut se déclarer athée. Aujourd'hui en France, tout comme en Espagne, tout comme en Angleterre, les institutions qui représentent les musulmans ne sont pas en capacité de répondre à ces 3 questions. Le grand, je sais pas moi, il n'y a pas de moufti en France qui peut engager l'islam de France à répondre à ces 3 questions. D'où la problématique de la représentativité. C'est ça. Et la légitimité, qui a la légitimité aussi. C'est ça. C'est ça la complexité de la religion. En France, notre problème, c'est que nous sommes un pays laïque et l'État français ne peut pas dire que telle pratique ou telle pratique dans une religion est orthodoxe ou pas. Il ne doit pas se prononcer sur ce terrain-là. C'est là que nos adversaires se sont engouffrés parce que, au nom de la liberté d'expression, nous avons laissé se répandre un discours de détestation de l'autre, de rejet de tout ce qui n'est pas salafiste. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés. Nous faisons le procès à Monsieur Trump de la continuité idéologique entre le discours de quelqu'un de violent et de raciste et le résultat que nous avons à Charlottesville. Mais aujourd'hui, nous avons la pudeur de dire si on attaque certains imams qui ont ce discours-là, on va nous faire un procès en islamophobie. Il est là aussi également le problème. Justement, Béatrice, si tu le permets, parce que comme tu le sais très bien, je gère un petit peu le temps. Donc la discussion avec David, elle est très intéressante. Mais n'empêche, j'ai eu besoin de poser une petite question qui rentre dans le cadre de tes compétences, qui m'intéresse de près, c'est ta spécialité et surtout tout ce que tu as fait au Sahel. Et on donne rendez-vous à David pourquoi pas de prolonger cette discussion avec des responsables espagnols, des gens qui s'intéressent pour savoir de près de quoi il s'agit, parce que David, il est capable aussi de nous parler au lendemain de cette radicalisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, ces jeunes, après leur déplacement? Parce que entre la réalité et la fiction, il y a un décalage. Et c'est pourquoi j'aimerais bien, avant de poser cette question à Béatrice, j'aimerais bien, si c'est possible, David, rapidement, la réalité du terrain après la radicalisation. C'est-à-dire le lendemain que la personne devient radicale. Tout le monde est un ennemi. Moi, je me rappelle, je dormais djihad, je respirais djihad, je mangeais djihad, je faisais la prière djihad. Tout était tourné vers cet objectif, mais je n'en parlais à personne. Ça, c'est la taqiyya qui a soulevé tout à l'heure Madame Moza. Les candidats ne vont pas dire aux autres ce qu'ils ont validé, ce qu'ils vont faire. Mais ils sont intégralement dans cet objectif-là. Ça vous prend l'esprit complètement. C'est-à-dire que vous n'êtes plus tourné que vers cet objectif. Et franchir le pas, c'est de tuer. C'est l'opportunité, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire que si vous avez un vendeur d'armes qui va vous vendre des explosifs, vous allez faire une opération avec des explosifs. Si vous n'avez pas d'explosifs, vous allez louer un camion et tuer des gens. Si vous n'avez pas la possibilité de louer un camion, vous allez trouver des armes. Enfin, après,
Je le dis avec le plus grand respect pour les victimes, hein. Il ne s'agit pas de leur manquer de respect, mais ils sont un peu des objectifs d'opportunisme. Une fois qu'on a validé le recours à la violence, idéologiquement, après, c'est plus qu'une question de possibilité de le faire, tout bêtement. Et comment peut-on prévoir ça, mis à part tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Il suffit d'être dans un groupe qui est tourné vers cet objectif avec un leader, qui lui organise l'aspect logistique, et on se trouve embarqué là-dedans très facilement. C'est très facile. Quand on a validé que l'autre n'a pas la même valeur que nous, parce que l'autre est un kofar, est un non-croyant, et de toute façon, il va aller en enfer. Quand on a validé le recours à la violence contre cet autre-là, c'est plus qu'une question d'occasion ensuite. On le voit bien. Les attentats de Barcelone planifiés auraient été bien plus terribles. Quand les bombes de gaz explosent dans la maison, ils trouvent le plan B immédiatement. Peu importe, même s'il y a moins de victimes, on va aller sur le plan B. Parce que l'attentat est validé. Parce que l'esprit est verrouillé sur cette idée. Il est vraiment verrouillé là-dessus. C'est l'idée qui est celle du matin au soir. Oui. C'est une question d'opportunisme après, uniquement. Parfait. David, tu vas rester avec nous parce qu'il y aura pas mal d'intervenants, notamment Michael Curté. J'espère avoir répondu à Madame Bien sûr, vous avez bien répondu. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors. Justement, Béatrice, j'ai une dernière question si tu le permets. Comme c'était dit, je suis un spécialiste du Sahel. Et est-ce que, toujours dans la même continuité du débat, parce qu'on parle toujours d'idéologie, est-ce que cette idéologie de terrorisme basée sur l'islam, est-ce la même et on le trouve au Sahel? Mais pas du tout, Abdelhatif. C'est ça, en fait, le problème. On est en train de déconstruire un discours qui est bien assis sur la région de Sahel, comme terre qui fait un appel au djihad, et c'est complètement faux. Parce qu'on ne peut pas dire que la djihad actuelle, ou le djihad actuel au Moyen-Orient, il est extrapolable de la région de Sahel, oui, vous avez le djihad de Somalie, très ou le même djihad de Nigeria. C'est complètement faux. Et je pense que notre mission actuelle, c'est précisément de démythifier tout ça, parce que ce qui arrive actuellement, par exemple, dans la région sahélienne, c'est une lutte pour le pouvoir économique. C'est une lutte pour le contrôle d'un territoire, que c'est un espace très important en termes de crimes organisés. Donc derrière de la vitrine des groupes combattants qui se disent djihadistes, soit Ansardine, soit ACMI, soit Mouyao, soit les Fronts de libération des Massina, etc., c'est des combattants locaux ou régionaux qui travaillent sur le contrôle de leur territoire et qui rapportent beaucoup de bénéfices économiques. Mais il y a toujours un objectif politique derrière le djihad. Mais fais attention, parce que l'objectif politique derrière de ces djihad-là, comme on dit, c'est pas la création d'un État califal. C'est la possibilité toujours de pouvoir contrôler un territoire, parce que c'est un territoire sous lequel traversent beaucoup, par exemple, des véhicules, des armes, des cocaïnes, de hashish. Aussi, c'est un territoire qui te permet d'avoir des séquestrations des otages, soit nationaux actuellement ou internationaux. À l'époque, déjà, les talibans nous disaient « on vous accepte jusqu'à Kaboul, mais on vous laisse aller jusqu'à Jérusalem ». C'est-à-dire que je voyais bien que les talibans servaient une cause nationale, les Bosniaques en Bosnie servaient une cause qui n'avait rien à voir avec celle des Afghans. C'est-à-dire que la force de cette idéologie, c'est qu'elle s'adapte dès qu'il y a, voilà, oui. Elle s'adapte au milieu pour mieux le combattre. Oui, mais ce qui est intéressant de la région de Sahel, notamment au nord de Mali, par exemple, les combattants locaux des Gao, de Tombouctou ou de Kidal, ou de Mafina, ils savent, il y a beaucoup de gens qui savent qu'en rentrant dans ce groupe combattant djihadiste, ils vont avoir une protection. Ils vont avoir une opportunité économique, ils vont pouvoir accéder à un chameau, ils vont pouvoir accéder à un puits de l'eau, ils vont pouvoir avoir une arme, ils vont pouvoir avoir un statut, ils vont pouvoir avoir un véhicule 4x4. Donc, jusqu'à quel point existe l'idéologie ou non au sein d'un groupe déterminé? Ça veut dire que je peux vous dire, je peux vous confirmer qu'il y a surtout l'opportunité économique qui rentre à l'affaire plutôt que la motivation idéologique. Elle est instrumentalisée pour des objectifs politiques. Par exemple, en Afghanistan, ceux qui auraient dû rester après le départ des Soviétiques auraient dû être les Algériens. Parce que le contingent le plus nombreux, le plus efficace pour aider les Afghans était les Algériens. Mais celui qui reprend le contrôle de tout ça est Ben Laden parce qu'il a l'argent. Oui, oui. C'est ça.
par exemple, les groupes djihadistes l'utilisent bien sûr la djihad comme idéologie pour pouvoir faire une mobilisation. C'est ça, sûr. pour attirer des candidats. Des candidats, mais je vais vous dire, en face de ces groupes-là djihadistes, il y a des autres groupes armés qui se disent sécessionnistes, qui travaillent dans les mêmes affaires et qui utilisent aussi une autre idéologie. L'idéologie, comme je dis, nationaliste. Et donc, il y a une rivalité des groupes armés qui dépasse la question idéologique. La question idéologique, c'est juste pour pouvoir fédérer. On voit bien, l'histoire nous l'a déjà donné, alors avec le drame de la guerre civile espagnole, on voit bien qu'au départ, c'est le POUM qui est le plus légitime lors des premières années, et ensuite il sera phagocyté par le Parti communiste qui lui-même est contrôlé depuis le Kremlin. Donc on voit bien que dans une zone d'instabilité, j'ai envie de dire, excusez-moi pour l'image, mais quand il y a une charogne, un animal mort, on va avoir arrivé le lion, le loup, la hyène, les vautours. C'est-à-dire que dès qu'il y a une instabilité, dès qu'il y a possibilité de contrecarrer un État et de se livrer à tous les trafics possibles, évidemment, ça attire tous les combattants du coin. Donc, ma dernière question, Béatrice, si tu le permets, cette histoire, parce que là, c'est une belle introduction de David, l'instabilité. Est-ce que l'instabilité du sud du Maroc peut provoquer un dégât au sud de l'Europe? On parle de Sahara, Abdelatif. Bien entendu. Bien entendu. C'est vrai que l'instabilité dans la région, il va provoquer toujours que les gens cherchent la survie. C'est ça. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui on peut trouver dans la Katiba de Hakmi des Algériennes? On trouve des Algériennes des Polisario parce que c'est des gens qui n'ont rien à faire dans leur territoire. Donc on va chercher une opportunité ailleurs. Et si l'opportunité vient à travers l'armée ou à travers les combats ou à travers... Moi, je vais le faire. C'est ça. Et je vais vous dire aussi une participation indirecte dans le trafic de la cocaïne. Je ne partiens pas directement à la structure, mais je participe avec eux. Je suis un volontaire parce que j'ai besoin vraiment de survivre. Donc, mais encore plus loin, vous savez, il y a des choses qui est liées à la question tribale. Également, il y a et c'est très important de la région. On très, actuellement. Ouais. Ça veut dire que les groupes armés actuellement, ils ont toujours associé à la notion de la faction, de la tribu à laquelle tu appartiens. Moi, en tant qu'Ifogaz, ou en tant qu'Imigad, ou en tant que Touareg en général, moi, je suis obligée à être avec mes frères. Donc, c'est aussi une motivation dans un moment donné que, en tant que... Non, mais pour moi, juste pour finir l'analyse sur le Sahel qui a besoin vraiment des heures de travail là-dedans, mais je peux vous confirmer encore une fois qu'on fait face actuellement à des groupes de crimes organisés, soit de les côtés djihadistes, soit les côtés sécessionnistes, et même aussi avec une implication des acteurs, pas seulement non étatiques, aussi il y a des acteurs étatiques qui participent dans l'institutionnalisation de la cocaïne, etc. Et là, je pense que c'est important à partir de maintenant de commencer à déconstruire tout un discours, parce que c'est ça ce qui a justifié certaines interventions internationales. Catastrophique, oui. Notre politique européenne étrangère est vraiment catastrophique. Merci Béatrice. On te dit à très bientôt pour un autre débat, pourquoi pas, dans les prochains jours, dans les prochains mois. T'as bienvenue, quand tu le souhaites, dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive.
arc-en-ciel au cœur du Maroc.